hospitalière qui est intervenue en 1998, il y a eu, quoi qu'on dise, beaucoup d'avancées au niveau de nos hôpitaux. Depuis 1998, effectivement, l'offre de services s'est beaucoup diversifiée. Il y a eu une augmentation de la capacité d'accueil au niveau de ces hôpitaux. Il y a eu des prestations qui se sont diversifiées. Si vous prenez un hôpital comme le Dantec, il y a eu de nouveaux services qui se sont créés. Il y a eu de nouveaux appareils qui ont été achetés. Je pense notamment à l'unité d'angiographie, le scanner qui a été de dernière génération qui a été acheté. L'accueil et les conditions de séjour également se sont beaucoup améliorées. Si vous allez dans certains hôpitaux, il y a par exemple des salles d'attente où vous trouvez un téléviseur, où vous trouvez des fauteuils confortables. C'était des choses qu'on ne trouvait pas avant au niveau de nos hôpitaux. Il a également parlé des bureaux d'accueil. Hein, dans certaines structures, vous trouvez des hôtesses, n'est-ce pas, qui accueillent les malades, qui essaient de les orienter. Je pense que c'est des choses qui n'existaient pas avant. Il y a des systèmes de fléchage. Il y a la structure médicale d'urgence, le SAMU, hein, dont le directeur est ici présent. C'est également une structure qui n'existait pas il y a quelques années. Donc tout à l'heure, le directeur vous parlera du rôle de ce SAMU et de ce que les populations peuvent attendre de ce service. Bon, malgré tout ce qui a été fait, les populations, les usagers continuent à se plaindre toujours de l'accueil et de la prise en charge des urgences. Et on peut se demander pourquoi justement malgré tout les gens continuent à se plaindre. Nous avons pensé que c'est tout simplement parce que les exigences sont devenues beaucoup plus fortes. Je pense que le niveau intellectuel des populations a augmenté. Les gens voyagent, ils voient ce qui se passe ailleurs, donc ils deviennent de plus en plus exigeants. En plus de cela, il y a la population également qui a augmenté. Si vous prenez la population de Dakar avec l'exode rural, je pense qu'il y a une forte augmentation. La fréquentation des hôpitaux également augmente. Hein. Il y a l'insuffisance des médicaments au niveau des hôpitaux, le non-respect de la pyramide sanitaire. Vous savez que quelqu'un qui quitte par exemple la banlieue, au lieu d'arriver directement à Dantec, il y a des structures par lesquelles il devrait passer. Mais quand il dépasse toutes ces structures intermédiaires pour venir directement à Dantec, là aussi ça peut poser quelques difficultés. Donc c'est tout ça qui explique que malgré tout ce qui a été fait, les populations continuent justement à se plaindre, n'est-ce pas, de ce qui se passe au niveau de l'accueil et de la prise en charge des urgences. Et c'est justement ce qui a amené Madame le ministre à prendre les choses en main et à essayer de trouver une solution. Et à cet égard, elle a pris des directives qui sont au nombre de 11 et qui ont été adressées à l'ensemble des hôpitaux du Sénégal. Et parmi ces directives, il y a par exemple la mise en place d'un SAU au niveau de chaque hôpital. On ne peut pas comprendre au niveau d'un hôpital d'une certaine taille qu'on ne puisse pas trouver un service d'accueil des urgences. Voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais quand la structure met en place également un service d'accueil des urgences, il faut qu'il nomme un coordonnateur. Il faut aussi peut-être vous expliquer que depuis un certain nombre d'années également, depuis un certain temps, ces services-là sont en train de se créer au niveau des hôpitaux. Si vous allez par exemple au niveau de l'hôpital de Grand Yoff, le SAU ne date pas de très longtemps. Il n'y en avait pas. Au niveau de l'hôpital de Fann également, le SAU que vous avez au niveau du CEDIM date juste de quelques années. Donc aujourd'hui, chaque hôpital est en train de tout faire justement pour disposer d'un SAU au niveau de son établissement. Donc,
il faut créer un SAU, mais aussi il faut nommer un coordonnateur des urgences pour que quand il y a des difficultés, on sache à qui s'adresser. Parfois également, quand il y a des urgences au niveau des hôpitaux, on fait le tour sans trouver de la place. On avait estimé qu'il fallait recenser le nombre de lits pour qu'on sache au niveau de chaque établissement quels sont les lits qui sont disponibles afin qu'en cas d'urgence, on puisse pas tourner en rond. Il arrive également que quand vous allez dans des hôpitaux, en urgence, qu'on ne trouve pas de médicaments et qu'on soit obligé, par exemple, de prescrire des médicaments d'urgence. À ce niveau également, il y a une directive qui demande à chaque structure de faire en sorte qu'un minimum de médicaments puisse être disponible au niveau des urgences pour qu'on ne soit pas obligé chaque fois de prescrire. Il y a également quelque chose qui paraît simple, mais qui est aussi importante, c'est l'installation de lignes téléphoniques. Quand vous avez votre malade, par exemple, au niveau des urgences de Grand Yoff, il faudrait qu'on soit capable de joindre ce service-là et de s'enquérir, de pouvoir s'enquérir, d'avoir des nouvelles du malade qui se trouve à ce niveau. Une autre directive, c'est la mise en place d'un bureau des usagers. On avait parlé tantôt du bureau d'accueil. Le bureau d'accueil, c'est des hôtesses qui vous montrent un peu les services où vous voulez aller, qui vous orientent, parce que l'hôpital, c'est très complexe. Parfois, les malades se perdent. Donc, le rôle du bureau de l'accueil, c'est juste pour l'orientation. Mais en plus, on a voulu aller plus loin en ayant un bureau des usagers. Le bureau des usagers, c'est pour permettre aux malades qui ont des choses à dire, qui ont, par exemple, à se plaindre, c'est pour leur permettre d'avoir un interlocuteur qui puisse leur expliquer. Quand vous arrivez dans un établissement, vous avez un contentieux, vous avez été mal reçu, vous estimez que vous avez eu un préjudice dans les soins, souvent vous allez vers le bureau du directeur, n'est-ce pas? Quand le directeur, il est souvent pris en réunion où il n'est pas là, souvent le malade, il ne comprend pas. Il va directement à la presse ou bien même il va au niveau des tribunaux pour justement se plaindre. On a estimé que s'il y avait un tel bureau avec du personnel, on pourrait voir de quoi il s'agit, essayer de comprendre un peu les complaintes du malade et essayer d'apporter des solutions. Pour les urgences, ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal est en train de faire des pas de géant. Et pour comprendre les urgences, il faut les différencier en deux parties. Parce qu'un patient ne va pas dans un hôpital pour présenter son urgence. Donc il y a le pré-hospitalier et il y a l'hospitalier. Alors, le pré-hospitalier est très important. Et ce qui a toujours manqué et ce qui a toujours été à l'origine de beaucoup de retard de prise en charge, mais également de beaucoup de décès. Parce que ce qui se passe, le délai entre ce qui se passe à la maison et l'hôpital, il y avait tout le temps un fossé. Et les populations étaient désarmées. Une urgence vitale qui survient à domicile, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut le transporter à l'hôpital? Où il faut aller? Quels sont les gestes qu'il faut faire? Et donc, c'est un maillon très important qui manquait dans la chaîne. Et c'est que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place en créant le SAMU. Donc, le SAMU s'occupe de la médecine préhospitalière. C'est-à-dire, depuis la maison, l'urgence est là, ou bien depuis la voie publique, l'urgence est là. Qu'est-ce que la population peut faire? Déjà, appeler sur un numéro de téléphone, qu'un médecin lui réponde, lui dise ce qu'il faut faire en termes de gestes de sauvetage, mais également organiser une réponse en arrivant sur place, mais également coordonner avec les hôpitaux pour que ce patient soit attendu, pour que ce patient soit pris en charge dans des délais. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, pour cela, après la mise en place du SAMU par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc le SAMU a mis en place ce qu'on appelle la régulation médicale à travers un centre de réception et de régulation des appels. Donc ce centre de réception et de régulation des appels fonctionne à travers un numéro. Et ce numéro, c'est un numéro qui est réduit, qui est le 1515. Si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, par exemple, les États-Unis, ils ont mis en place le 911. Le 911, ce n'est pas seulement pour la police, mais c'est également pour la santé. Si vous regardez la France a mis en place le numéro 15 seulement pour les urgences. Donc les pays s'organisent comme ça en mettant en place des numéros
pour que quelqu'un à la maison ou dans la voie publique peut appeler sur un numéro et qu'un médecin prenne l'appel. Réfléchit sur l'appel, lui dit ce qu'il faut faire et s'il faut venir sur place, le service viendra sur place. Alors, donc, le SAMU n'intervient pas seulement dans les domiciles, dans la voie publique, mais le SAMU également a un rôle important dans les structures de santé en organisant une coordination de ce qu'on appelle la référence contre référence. Il y a un malade grave qui arrive dans un poste de santé. Ce personnel, donc dans le poste de santé, qui est souvent un infirmier, peut appeler le SAMU pour déjà présenter et qu'un médecin prenne l'appel, un médecin urgentiste lui dise ce qu'il faut faire, lui dise que ce tableau, par exemple, va nécessiter d'aller à un niveau supérieur et va nécessiter une certaine technicité. C'est dans ce cadre que le SAMU va intervenir dans la structure de santé pour prendre en charge ce patient et le référer dans une structure de niveau plus important. Alors, Mbaye Diouf en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de confusion dans la tête des populations. Effectivement, le SAMU a été créé tardivement. Je ne dis pas tardivement parce que nous sommes l'un des premiers pays dans la sous-région, en tout cas, à disposer d'un SAMU. Il y a quelques pays qui sont en train de mettre en place leur SAMU, mais le Sénégal a vraiment pris les devants à créer son SAMU donc, depuis au moins 5 à 7 ans. Alors, il y a beaucoup de confusion par rapport au SAMU municipal, par rapport à Souman, par rapport à beaucoup d'autres structures. Mais le SAMU, c'est la structure nationale. Le SAMU municipal, ça existe parce que la mairie avait essayé, avant que le ministère de la Santé et de l'Action sociale crée le SAMU national, la mairie avait essayé d'organiser un peu les urgences avec le préau. C'était là l'origine du SAMU municipal. Mais se rendant compte que voilà, c'était très difficile, en tout cas pour la mairie, d'organiser cela. Le SAMU municipal, en fait, est un centre de santé qui fait du très bon travail, qui reçoit les malades, mais n'est pas chargé d'organiser les urgences au niveau national. Alors, Souma Assistance a un nom également qui est très proche du SAMU, mais Souma Assistance est une clinique privée, donc qui s'occupe de la réception de tous les malades. Alors, en dehors du centre de régulation que le SAMU a mis en place avec ses différentes missions, il y a ce qu'on appelle comment organiser cette réponse, c'est-à-dire devant un appel, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où il y a un personnel qui est là. Et dans le personnel, on a ce qu'on appelle des permanencières, c'est des sortes de secrétaires médicaux qui sont formés à analyser un appel. Quelqu'un appelle du domicile, la secrétaire médicale prend l'appel, prend l'état civil, prend l'adresse et passe l'appel, si c'est médical, au médecin urgentiste régulateur qui est là sur place. Ce médecin régulateur urgentiste interroge le malade, essaie de chercher des signes, essaie de chercher des voies pour pouvoir apporter sa réponse. Et cette réponse est souvent, l'équipe donc envoie une équipe sur place. Sur place, ça peut être n'importe où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la voie publique, dans les lieux de travail, dans les structures de santé et également donc lors des grandes manifestations. Et dans cette équipe qui part, donc il y a un médecin urgentiste, il y a également un infirmier urgentiste et un ambulancier qui est très formé avec un équipement qui est très proche de l'équipement qu'on a dans l'hôpital. Ça veut dire que si une urgence, si quelqu'un appelle du domicile pour un patient, par exemple, dans le coma, le médecin régulateur a beaucoup d'atouts. C'est-à-dire, déjà, il fait travailler cette personne pour faire le diagnostic, comment il est, il lui prodigue des gestes d'urgence à faire, et c'est très important pour sauver le patient. Mais également, l'équipe se déplace sur place pour anticiper tout ce qui sera fait à l'hôpital. Le malade sécurisé depuis la maison, donc il n'y a plus de course. Et ce patient pourra être acheminé directement après une organisation au préalable, donc avec la structure de santé qui va recevoir ce patient. Ceci a un double intérêt. Tout à l'heure, le directeur des établissements de santé en parlait, que beaucoup d'efforts sont faits, mais jusqu'à présent encore, il y a beaucoup de frustration parce que de temps en temps, quelqu'un prend un patient, fait le tour des structures de santé. Et effectivement, si les gens ne passent pas par le préhospitalier, ça se passera toujours comme ça. Parce que simplement, une structure de santé ne peut pas garder des places pour quelqu'un qui va éventuellement venir. On ne peut pas dire à un médecin également, restez là, vous allez recevoir un patient. Les gens, ils travaillent en fonction de ce qu'ils ont dans les hôpitaux. Parfois, les hôpitaux sont très pleins. Les médecins qui sont de garde sont très occupés. Si un malade arrive comme ça à l'improviste, effectivement, cet hôpital n'a pas de temps de réponse. Et ça entraîne des problèmes. Ce qui fait que de temps en temps, on va dire non, on ne peut pas vous recevoir, vous devez aller dans un autre hôpital. Et parfois, c'est très préjudiciable à l'état du patient. Mais en passant par le SAMU, bien entendu, donc, ce patient peut être sécurisé. Et il n'y a plus de course. Tout le temps sera pris pour qu'une place se libère et pour que le patient soit acheminé dans l'hôpital qui convient à son état. Parce que ça, c'est hyper important aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un hôpital, parce que nos hôpitaux ont des spécificités,
Et parfois, un patient ne doit pas aller à l'hôpital Fann ou bien ne doit pas aller à l'hôpital Le Dantec. C'est en fonction de ce qui est analysé en amont qui permettra de dire quel hôpital est apte à mieux recevoir ce patient et quel service est apte à mieux recevoir ce patient. Alors, pour nos interventions pour le SAMU, donc ça, c'est vraiment l'intervention médicale. Mais il y a un autre élément important qui est les conseils aux populations. Et ça, c'est vraiment très important. Et quand on dit conseil aux populations, ce n'est pas des conseils généraux, c'est des conseils d'urgence. Quelqu'un qui est à domicile, qui voit quelque chose, qui ressent une urgence, ce qu'on appelle une urgence ressentie, donc peut dire, écoutez, ça peut être très grave. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas prendre le malade et courir à l'hôpital. Non, j'appelle le SAMU et le médecin régulateur va vous poser un certain nombre de questions et pour vous donner des conseils, il vous dire, rassurez-vous, ça, ce n'est pas très grave. Faites ça, faites ça, faites ça. Et si ça s'aggrave, vous m'appelez. Sinon, je vous rappelle même dans une heure pour voir comment les choses ont évolué. Et ça, c'est hyper important. Et ça, si on le met en place, si on le vulgarise, on pourra régler au moins 50% de la demande, 50% des besoins, en tout cas, en urgence dans les domiciles. Bien entendu, tous les malades qui arrivent à l'hôpital ne doivent pas être hospitalisés. Simplement, c'est des urgences qui sont ressenties. L'autre élément sur lequel le SAMU travaille, c'est la formation. Et pour la formation, il faut que les urgences, c'est un domaine où on n'a pas trop le temps de réfléchir. C'est pourquoi, dans les pays, comment les gens s'organisent, ils mettent en place ce qu'on appelle des procédures et des normes et protocoles. Donc, au Sénégal, on a mis en place ce référentiel donc, qui a répertorié les urgences les plus fréquemment rencontrées dans le pays, en termes d'urgence cardiovasculaire, en termes d'urgence médicale, cardiologique, neurologique, gynéco-obstétricale, pédiatrique. Mais vraiment, toutes les urgences qui nous posent des problèmes ont été répertoriées et un algorithme de prise en charge a été élaboré. Et les régions médicales, donc, je salue leur collaboration, donc, ont eu à accueillir le SAMU donc, durant l'année 2013 et 2014 pour partager ces référentiels. Et ce sont ces référentiels qui sont actuellement utilisés sur l'ensemble du territoire national. Le centre des opérations d'urgence sanitaire, qui est une nouvelle structure qui a été créée par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et je pense aussi que c'est important parce que nous avons eu beaucoup d'expériences et l'expérience la plus récente, c'est l'expérience de la maladie à virus Ebola qui a un peu éprouvé notre système de santé et qui a amené un peu à la création d'une structure comme le centre des opérations d'urgence sanitaire. Je voudrais avant, pour peut-être éviter les confusions, parce que la première question qu'on pose toujours quand on parle de centre des opérations d'urgence sanitaire, on dit « et le SAMU ?» Je pense que tout à l'heure, le professeur Bey a un peu parlé du SAMU. C'est vraiment des structures qui sont complètement différentes et qui n'ont pas le même rôle. Nous sommes dans la coordination des acteurs. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans l'opérationnel, mais nous coordonnons les catastrophes et les urgences. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les urgences médicales et il y a les urgences sanitaires. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, nous gérons tout ce qui va être un peu des grandes catastrophes, des grandes urgences qui peuvent avoir un impact sur le plan national. Ça, c'est le rôle des centres des opérations d'urgence sanitaire. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe dans les grands pays développés qui ont de grands centres de coordination. Et ces centres ont un rôle d'anticipation sur les catastrophes. Et si on a vu l'épidémie à virus Ebola dans nos pays, ce qu'on a constaté, c'est que nos pays n'étaient pas préparés. C'est-à-dire, la maladie est arrivée et nous nous sommes mis à nous ajuster, à réagir. Et c'est ça, en fait, la leçon apprise qu'on voudrait éviter maintenant au Sénégal, c'est d'avoir une structure qui anticipe sur les éventuelles catastrophes, les éventuels incidents qui peuvent arriver dans le pays. Donc, avec une structure qui est en place. Donc, c'est une structure de coordination, mais pas une structure opérationnelle qui va aller prendre en charge des malades. Donc, chaque direction, chaque service du ministère continuera à faire ses activités et aussi on aura besoin, dans certains cas, d'expertise d'autres structures qui sont en dehors du ministère de la Santé. Et donc notre rôle sera de mettre l'ensemble de ces structures autour d'une table et de pouvoir développer des stratégies et un plan d'action pour pouvoir répondre. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un centre des opérations d'urgence a 3 objectifs. Ces missions sont de 3 ordres. C'est d'abord la prévention, la détection
est la réponse. Je parlais tout à l'heure d'anticipation sur les catastrophes, c'est de pouvoir prévenir la catastrophe. C'est de pouvoir mettre en place un système qui permet très rapidement de pouvoir détecter d'éventuelles catastrophes. C'est déjà d'identifier ces catastrophes, de préparer aussi bien les structures, de préparer les ressources humaines à faire face à cette éventuelle catastrophe. Et donc, dans ce cadre-là, notre rôle sera, je donne un exemple simple, si on dit un attentat à la bombe, on doit être en mesure, au niveau du CES, de mettre en place l'ensemble des procédures si cet événement devrait arriver. Donc, nous sommes dans l'anticipation de l'événement qui doit arriver. En mettant en place les procédures, en essayant d'identifier l'ensemble des acteurs qui peuvent être impliqués dans la réponse, de pouvoir les former pour qu'ils puissent agir. Donc ça, c'est la partie prévention du CES. Et il y a la partie détection, de pouvoir très rapidement détecter. On parle souvent, par exemple, de maladies, d'épidémies. On n'attend pas, par exemple, qu'il y ait 200 cas, 300 cas pour nous réveiller. Donc il faut que très tôt, si nous identifions certaines affections qui ont un haut potentiel épidémique, aussi bien sur le plan national qu'international, d'avoir un système de surveillance, un système de recueil d'informations qui très tôt permet de déclencher l'alerte. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est la réponse. C'est-à-dire, nous devons être en mesure, quand la situation d'urgence arrive, que dans un délai le plus bref que la réponse puisse être apportée. Donc ça, c'est aussi important. Et notre rôle sera aussi d'assurer toute cette coordination, cette logistique, cet appui à la réponse. Et c'est une réponse que l'ensemble des structures de santé vont devoir mener. Donc ça, c'est les 3 points essentiels d'un centre des opérations d'urgence au niveau sanitaire.